Bienvenue dans les vraies voix citoyennes avec le G500 comme tous les lundis avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bonjour, merci d'être avec nous. Comment ça va? Bonsoir à tous les deux. Très bien. Ça démarre bien cette semaine? Oui. Ouais. Toujours. Ah, et toujours. Ça va, Philippe David? Ça va en pleine forme, vous aussi. Oui, écoutez, très bien. Moi, je suis très, très, très contente. Et les sujets sont passionnants. Et on va y aller tout de suite. Juste avant, un petit mot de Stéphane Pellet. Un petit mot, un salut à nos amis du collectif Santé en danger. Vous savez, il y a un chiffre, puisque aujourd'hui, ce soir, on va en parler. Dans le monde, le système de santé tient à 70% sur les bras ou les épaules des femmes, parce que ce sont des femmes qui sont les soignantes du monde. Et ce soir, donc le collectif Santé en danger se réunit autour de cette thématique à Nantes. Ça s'invente pas pour notre ami Philippe David, c'est à l'hôtel-restaurant de la Beaujoire. Stade mythique du FC Nantes, des Canaries. Voilà. Ben oui. Donc on leur fait un petit coucou. Voilà, on les embrasse. On les embrasse. Allez, le sommaire de cette émission, les sans domicile fixe, leur nombre a doublé en France. En l'espace de 10 ans, le nombre de sans domicile fixe de SDF a doublé. Donc, en 10 ans, il serait 330 000 en 2023. Parmi eux, de plus en plus de femmes et d'enfants. En France, les femmes représentent 40% des sans-abri, soit 2 SDF sur 5. Un chiffre en constante augmentation. Daniel et Patrick Giovanni sont avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de la fondation DAPA. Est-ce qu'on dit DAPA ou DAPAT? DAPAT, j'imagine. Daniel, Patrick. Ah ben voilà, c'est clair. Et on en parlera avec vous dans un instant. Le coût de la virilité, près de 100 milliards d'euros par an en France. Dans l'Hexagone, les hommes commettent 86% des meurtres. La quasi-totalité des viols, 99%. Presque tous les incendies criminels, 99%. 95% des vols avec armes, ainsi que 84% des accidents mortels de la route. En prison, 96,3% de la population carcérale est masculine. Quel est le coût de la virilité en France? Lucille Pétavin, autrice du Coût de la virilité, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix citoyennes, jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Le premier jour où je me suis retrouvée à la rue, donc toute la journée j'ai traîné. Le soir j'ai pas dormi, j'ai marché. Le lendemain j'ai dormi sous une porte cochée. Et puis la troisième nuit je suis venue ici, je me suis installée là. Je leur ai demandé l'autorisation, ils m'ont dit oui. C'est la vie, la société, la société elle est mal faite. Stéphane Pellet, un chiffre sur les sans domicile fixe qui explose encore. Oui, un chiffre qui explose, et puis d'une manière générale, toutes les causes sociales. Et donc, ce chiffre qui montre une chose, c'est que dans cette fragilité, très souvent les femmes sont les plus en difficulté parce qu'elles portent énormément de responsabilités, parce qu'elles portent aussi le poids encore de certaines représentations. Et pour nous parler de tout ça, ce soir, nous recevons donc en effet un couple. Ça n'arrive pas toujours, mais parce que c'est une très très belle histoire, une histoire d'amour aussi. La fondation par des gens qui ont voulu à un moment mobiliser les moyens qu'ils avaient grâce à un fonds de dotation, donc le fonds de dotation DAPAT, donc du nom des deux fondateurs, qui vont nous raconter d'ailleurs cette très très belle histoire, et surtout qui vont nous raconter ce soir le lancement d'une soirée dans quelques jours qui va aider un certain nombre d'associations qui œuvrent dans les secteurs qu'on venait justement de décrire, en leur permettant d'aller vers des capitaux propres, en aidant ces associations à se développer. Voilà, donc c'est tout ça l'aventure du fonds et des fondateurs de DAPAT. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette belle histoire d'amour pour les autres, finalement, vous pouvez nous la raconter? Et oui, c'est une rencontre qui était pas forcément prévisible. Nous nous sommes rencontrés il y a 8 ans. Nous nous sommes mariés il y a 4 ans et demi. Après le Covid, nous posions des questions, entrepreneurs. Pendant que certains divorcent, vous vous remariez après le Covid, c'est bien. Non. Moi, j'étais divorcée depuis longtemps et Patrick était veuf depuis 1 an. Donc voilà, nous nous sommes rencontrés et donc le Covid nous a mis en situation de réfléchir, puisque là c'était... Et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble, mais nous étions tous les deux entrepreneurs, donc l'entreprise c'est une chose, mais il vaut mieux entreprendre pour le bien commun, si on peut dire. Et Patrick a proposé que nous créions un fonds de dotation. Il va vous expliquer de mettre des capitaux familiaux, donc qu'il avait. Alors moi, ça faisait quelques années que je voulais faire quelque chose, parce que j'ai très bien gagné ma vie. Mais je fais quoi de l'argent? Je le regarde ou j'en fais quelque chose d'utile? Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé à Daniel, allez, on va faire quelque chose. Et moi, j'étais très sensible
aux SDF, aux sans-abri. Quand j'en croise un dans la rue, je fais quoi? Voilà, j'ai pas envie de donner de l'argent. Je le regarde. Bien sûr. J'essaye de capter le regard et de faire un sourire. Oui, mais enfin, c'est pas beaucoup quand même. C'est déjà quelque chose. Et donc, j'ai dit à Daniel, allez, on fait sans-abri. Et moi, j'ai dit oui, d'accord, mais les femmes. Parce que sans-abri, quand les femmes sont avec les enfants et sans-abri, ou qu'elles sont enceintes et sans-abri, c'est quand même beaucoup plus lourd et elles sont les premières victimes de bien des choses. Et en plus, quand on arrive à aider une femme, on aide en même temps les enfants qui seront peut-être beaucoup moins malheureux plus tard et beaucoup mieux éduqués. Voilà. Alors, l'action, elle se déroule comment? Parce qu'une fois que vous avez réuni un fonds... Alors, en fait, d'abord, ça consiste à mettre beaucoup d'argent, à gérer cet argent pour que ça fasse des petits, c'est comme un épargnant, et c'est avec les produits de l'épargne qu'on agit. Conclusion, on a besoin de personne, et on a la pérennité devant nous, on agit avec l'argent qu'on produit. Et donc ça, pour moi, c'était très important de dire on peut concentrer toute son action sur l'objectif qu'on poursuit. Et l'objectif, c'était quoi? Alors, peut-être des chiffres. Alors, vous vous adressiez aux femmes, Daniel? Oui, forcément, mais peut-être aujourd'hui, si on prend juste les femmes, ça correspond à combien de... C'est quoi? C'est difficile, hein, parce que les sans domicile fixe, on ne sait pas trop... Alors, nous sommes... alors, ça, c'était notre idée de départ, mais chemin faisant, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait d'abord qu'on s'occupe de tout type de détresse, parce que les femmes en détresse, il y en avait de tous ordres. Et donc, DAPAT, c'est soutenir les femmes en détresse. Mais y a-t-il un profil type des femmes SDF? C'est le même que les hommes ou c'est différent? Très honnêtement, j'ai pas fait d'études là-dessus. Je pense que les femmes SDF se cachent et qu'on ne les voit pas beaucoup. Je crois que de ce côté-là... Oui, et juste pour rebondir, la femme qu'on a entendue tout en début d'émission était ébéniste. Et a perdu son travail et s'est retrouvée dans la rue. C'est donc le profil ébéniste. Oui. Par exemple. C'est les accidents de la vie, vous savez. Une femme qui a une maladie grave, un cancer, qui perd son job, son mari ne supporte ou ne supporte pas la maladie, elle se retrouve toute seule avec les enfants ou autre. On a vu des drames. Personnellement, j'ai été longtemps présidente dirigeante des femmes pour faire progresser les femmes dans l'économie. Et c'est ceci qui m'a appris ce que c'était les revers de fortune et des femmes qui sont diplômés, qui avaient tout pour réussir, et voilà. On a annoncé des chiffres en début d'émission. Oui, ils sont, je corrobore. Ce sont des chiffres officiels, mais vous le dites, et beaucoup le disent aussi, beaucoup se cachent et sont invisibles vis-à-vis de la société. C'est pour ça qu'il y a tant de films qui disent ce sont les invisibles, on fait des enquêtes, etc. Parce que si elles se montrent, elles sont violées. La plupart des femmes n'ont pas, malheureusement, vivent ça. C'est-à-dire, si elles ont le malheur de dormir sur un banc ou autre, il y a pas moyen d'éviter ce genre de choses. Et c'est dramatique, donc elles se cachent. Il y a une statistique. Certaines sont dans un bus et font le tour de Paris toute la nuit pour éviter justement. Mais bon, c'est pas tout à fait satisfaisant. Simple, il y a une statistique un peu effrayante. L'âge moyen, enfin la durée de vie moyenne des femmes en plus est supérieure à celle des hommes. La durée de vie moyenne des femmes, elle meurt 3 à 4 ans plus tôt que les hommes. SDF, hein. SDF. Et donc ça veut dire que c'est encore beaucoup plus dur pour les femmes. Oui. Stéphane Pellet. Alors, on va peut-être en parler tout à l'heure quand on va développer, mais donc, au total, cette mobilisation, cette générosité, ça a donné ce fonds, le fonds DAPAT, et qui donc, chaque année, désormais, aide toute une série d'associations au travers des coups de cœur, au travers... Et tout ça se passe dans une soirée qu'on va vous présenter tout à l'heure. Mais en 2 mots, dites-nous, vous réunissez à peu près combien depuis d'années, combien d'associations, et vous avez déjà donné combien d'argent? Ce qui serait intéressant, je pense que l'intérêt, c'est de comprendre ce que nous faisons. En fait, on essaye déjà de repérer les associations. Vous savez ce qu'on va faire, Daniel? On va partir en pub, comme ça on aura le temps de parler. Oui, il faut des sous. Hein. Vous savez qu'il faut des sous. Pour tout, il faut de l'argent. Voilà, il en faut. Daniel et Patrick de Giovanni, vous restez avec nous, des fondateurs de DAPAT, un fonds de dotation pour soutenir les femmes en détresse, mais visiblement pas que. On en parle dans un instant. Les vraies voix citoyennes reviennent. On est ensemble avec Philippe David, avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet jusqu'à 20h. Chaque semaine, on vous présente des personnalités très engagées sur différents sujets. Là, le sujet, ce sont les femmes en détresse. Daniel et Patrick de Giovanni sont avec nous, fondateurs de DAPAT, un fonds de dotation pour soutenir ces femmes qui soutient d'autres associations. Daniel, tout à l'heure, juste avant la pub, vous étiez en train de nous raconter, donc c'est pour ça que je me suis permise de vous arrêter, la façon finalement dont vous aidez les autres, parce que
que il y a aussi des associations, on peut pas aider tout le monde, mais il y a des associations sur le terrain qui font un travail formidable et qui ont besoin de ce que vous avez, un petit peu de sous. Alors nous intervenons auprès des associations qui accompagnent les femmes. C'est ça. Nous ne pouvons pas aller directement sur le terrain, mais par contre nous pouvons repérer les acteurs les plus efficaces, arriver leur permettre d'avoir du conseil, un regard, on apprend à les connaître, on investit des moyens financiers pour leur permettre de se développer, et surtout, bien, pour connaître toutes ces associations, nous n'avions pas tellement, il n'y avait pas d'annuaire disponible. On a eu l'idée de créer ce prix, le prix d'APAT. Le premier donc a été en 2021, et nous avons reçu pour la première édition 45 candidatures. À la deuxième, c'était déjà 66. Et cette année, c'est 120. Ah oui. Et à chaque fois, donc, nous donnons... Et au total, ça fait 200 associations différentes qui s'adressent aux femmes en détresse. Ça montre la richesse du tissu associatif en France. On a fait qu'écorner le sujet. Elles sont sur tout le territoire. Dans nos prix... Ça, c'est important de le dire, parce qu'on a toujours l'impression que c'est dans les grandes villes, la ruralité. Elles sont sur tout le territoire. Et notre premier prix de l'année 2020, c'est une association qui s'appelle Femmes Debout, et qui est à Dole, dans le Jura. Et l'année dernière, on a eu un espoir formidable. Enfin, oui, c'est l'année dernière. Les Solidarités Femmes Beaujolais, c'est dans le Beaujolais vert. Une toute petite association qui a grandi et qui s'occupe d'aller chercher les femmes qui ne savent pas à qui s'adresser en ruralité. C'est très difficile. Et on a une association qui est en notre compagnie. Bonsoir Alain Caillot. Ah. Oui, bonsoir. Et vous êtes président directeur de l'association. Directeur de l'association, pardon. J'avais noté sur l'autre papier. Ouais. Directeur de l'association Moulin du Pont-Rue. Alors déjà, dites-nous ce qu'est l'association Moulin du Pont-Rue et comment vous avez travaillé avec la fondation d'APAT. Alors, l'association, en fait, est basée dans le Vexin français. Du coup, on est une structure d'accompagnement pour des femmes en situation de grande détresse, et nous les accompagnons à travers des séjours de rupture. Nous travaillons sur la confiance en elles, l'estime d'elles-mêmes, afin de rebondir dans leur vie active. D'accord. Les différentes actions des associations avec lesquelles vous traitez au quotidien, parce que c'est multifactoriel, effectivement, c'est une perte de confiance en soi, c'est retrouver un logement, c'est retrouver tout tombe en cascade, mais il faut tout remonter aussi. Alors moi je dis, c'est tout un parcours, se reconstruire pour rebondir. Et donc, il y a différents acteurs. Certains arrivent à faire le tout, mais c'est très difficile. Mais il y a différents intervenants. Se reconstruire, c'est de l'ordre de ce dont a parlé Alan. C'est des séminaires, des thèmes, des regards différents, des entretiens. Et c'est tout ce qui permet de soigner. Et ensuite, il va falloir s'insérer. Mais il faut déjà vraiment être en état d'accueillir une nouvelle formation et d'aller se présenter socialement. Et ça, c'est un long chemin. Et c'est à ça que nous aspirons. Alain Caillot, lorsqu'elles arrivent chez vous, entre vos mains, le parcours dure combien de temps ? C'est-à-dire qu'elles arrivent à quel moment, et à quel moment vous les laissez s'envoler, si je puis dire ? Nous, on les accompagne, elles ont déjà parcouru, elles ont déjà été accompagnées, elles sont sorties des situations, je dirais, de violence, et nous arrivons dans un moment de reconstruction pour vraiment rebondir dans la vie. On est accompagné par la Fondation d'APAT depuis maintenant quasiment 4 ans, quasiment dans ces démarrages, et tout le processus est maintenant d'arriver et de pouvoir les accompagner, je dirais, au démarrage à travers un centre de logement et d'accompagnement pour leur permettre de rebondir dans la vie active. Alors, allez-y. Stéphane Pellet, vous l'avez réagi. Je voulais simplement dire que c'est formidable justement cet accompagnement dans la durée que permet le fonds de dotation d'APAT, mais il y a aussi des cas de figure où quand la puissance publique finalement fait bien son boulot, vous acceptez pourquoi pas de les laisser prendre la suite et de vous citer par exemple. Oui, on parlait de l'expérience. Une des premières actions dans lesquelles on s'est investi, c'est à Villévrard, donc dans 2 maternités qui avaient besoin de faire une expérimentation, d'accueillir des femmes enceintes, de les accompagner dans leur parcours de prévention, et à cette occasion-là, d'avoir un dispositif avec une psy qui puisse écouter, chercher les failles et éviter la catastrophe, et suivre même ces femmes après. Souvent, elles sont seules, et souvent, elles ne savent pas où aller en sortant de la maternité. Et la directrice nous disait qu'il lui arrivait de voir des femmes
qui venait d'accoucher 3 semaines dans les couloirs avec un bébé. Donc elle voulait éviter ça. Oui, tout à fait. Et donc elle nous a demandé si on voulait bien abonder dans le budget, prendre 1 ou 2 postes de travail de manière à ce qu'on teste ce dispositif. Et ce dispositif a été testé et ils n'ont plus besoin de notre argent. Aujourd'hui, c'est l'ARS qui a pris le relais et donc ça marche. Et le dispositif... Ça marche. Ça mérite d'être signalé. Absolument. Tenez, on va prendre une photo. Hop, c'est bon. Patrick de Giovanni, c'est un écosystème que vous avez mis en place, qui tourne, où tout le monde effectivement protège un petit peu tout le monde. Est-ce que celles qui ont été sauvées, parce qu'on peut vraiment parler de sauvetage, reviennent dans l'association pour aller sauver d'autres gens? Parce que ça aussi, ça arrive souvent. Souvent, les bénéficiaires, après, viennent. Alors, pas toutes, bien sûr, mais viennent et pour aider les autres. On a vu des associations qui ont été créées par des femmes qui étaient sorties de la rue. Ah oui, Aurélie Gros veut réagir. Oui, et j'imagine que toutes ces associations qui participent et qui vous sollicitent, en fin de compte, il y a une notion de réseau après entre elles, et ça permet peut-être de fédérer autre chose et d'avoir un nouveau projet en perspective. Vous allez loin, vous m'obligez à parler de tisseurs de liens, et nous en avons parlé avec Alan Caillot. C'est une idée qu'on a eue ensemble avec ce directeur d'association et d'autres amis des associations, puisqu'on devient des amis. Justement, le constat, c'était que ce qui était le plus riche, c'est la capacité qu'ils avaient eu, la possibilité qu'ils avaient eu d'échanger ensemble pendant ces soirées et au-delà. Quand à Lille, on les reçoit pour leur transférer un savoir-faire, et quand à un autre endroit à Lyon, on leur apporte une compétence. Il y a un total de 66 associations qui avaient été candidates, 5 ont été sélectionnées. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces 5 associations? En fait, c'est 10, mais 10. Il y a eu 5 par un jury. Et 5 par un autre. Et 5 par nous. D'accord, ok. C'est nos petits coups de cœur. L'année dernière, l'association qui a été la plus, disons, appréciée par le jury s'appelle Fight for Dignity. Combattre pour la dignité pour les non-anglophones. Et en fait, c'est utiliser les arts martiaux, non pas pour acquérir une technique de défense, mais pour se réapproprier son corps. Ah, c'est malin ça. Ah oui. Ouais, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est bien. Et ça a été créé par une championne de karaté, et donc ça nous est apparu extrêmement original. Et en fait, on s'aperçoit que beaucoup d'associations cherchent à ce que les femmes puissent se réapproprier leur corps. Alors quand même, n'oublions pas votre actualité, c'est ça, c'est lundi 18 mars. Donc lundi prochain. Lundi prochain, théâtre du Rond-Point, c'est votre grande soirée annuelle, je crois 700 personnes attendues. On a entendu tout à l'heure 120 dossiers qui vous ont été déposés, et puis il y aura un certain nombre que vous allez aider. Allez, dites-nous comment on peut suivre tout ça. Alors, vous pouvez déjà, il y a une retransmission en direct à partir de 19h à 20h30 sur www.dapat.fr. Vous pourrez suivre en direct toute la cérémonie. C'est une cérémonie où nous avons la chance d'accueillir la grande-duchesse du Luxembourg, qui a demandé à venir parce qu'elle nous connaissait depuis deux sessions, et que là, elle était motivée pour venir. Nous allons remettre en fait 15 prix. 5 prix du jury, c'est des chèques de 15 à 10 000 euros pour chaque association. Et ceux-ci, on va pas tous vous les donner, on n'aura pas le temps, mais ils pourront les voir le lundi soir. 5, c'est les espoirs de Dapat. C'est nos coups de cœur, les gens en qui on croit, et ils ont 10 000 euros chacun. Et cette année, on a la chance d'avoir la Société des membres de la Légion d'honneur qui se joignent à nous pour donner une médaille, pour dire à quel point les membres de la Légion d'honneur donnent un coup de chapeau aux associations remarquables qui travaillent depuis longtemps et qui sont peut-être un peu plus argentées que les premières associations, qui n'ont pas forcément besoin d'un budget, mais qui ont besoin d'un encouragement. Et j'ai trouvé ça formidable. Donc voilà, nous avons ces 3 types de prix cette année. Eh bien, il faudrait regarder le 18 mars, et ça donne très envie. En tout cas, votre couple magnifique, et ce que vous en faites. Et bravo, oui. Bravo, merci beaucoup. Merci Daniel et Patrick de Giovanni, fondateurs de DAPAT, fondation de donation pour soutenir les femmes en détresse. Alors, il y a un site internet, et puis on peut faire des dons si on a envie. On est d'accord? Bien sûr. Ah, c'est pas interdit. Non. Il y a un module don. Voilà. Vous les rejetez pas, il n'y a pas de problème. Quand on reçoit de dons, on les remet immédiatement à des associations qui connaissent la personne qui a donné.
Parce que nous pensons que c'est bien plus intéressant de mettre en relation la personne qui a donné avec l'association qui reçoit. C'est ce qu'on appelle la traçabilité, ça c'est très important. Dans un instant, le coût de la virilité, près de 100 milliards d'euros par an. On va en parler avec l'autrice de ce livre sorti en 2021, si je me souviens bien. Lucille Pétavin sera avec nous, à tout de suite. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix citoyennes, jusqu'à 20h avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet, le G500, cette ONG citoyenne qui nous présente chaque semaine des engagements, des personnalités sur le terrain qui font bouger les choses, même si c'est toujours un petit peu difficile là-haut, hein, mon cher Stéphane, et des propositions et des actions qui sont remontées auprès des membres du gouvernement, en tout cas des services, pour faire avancer les choses, Stéphane Pellet. Ça avance bien, ça avance tellement bien que nos 40 résolutions, dans quelques temps, on vous proposera une émission spéciale où on vous racontera comment tout ça a avancé, mais c'est vrai que c'est pas dans tous les secteurs, et on a entendu tout à l'heure une très très belle expérience avec un hôpital qui a financé finalement une expérience lancée par la fondation d'APAT, et là maintenant on va se tourner vers Aurélie Gros. Absolument. Qui va nous présenter donc un travail remarquable, mais je ne me sens pas à la hauteur. Non, j'imagine. Alors je vous présente ma lecture de ce week-end, qui fait que j'ai beaucoup des grosses cernes parce que je l'ai lu toute la nuit, qui s'appelle Le coût de la virilité. Alors j'ai trouvé ça exceptionnel, c'est pour ça qu'on a le plaisir de recevoir l'autrice Lucille Pétavin qui a écrit cet ouvrage. On l'a dit tout à l'heure dans le sommaire, on constate, d'après les chiffres, que les hommes sont responsables de l'écrasante majorité des comportements asociaux, donc que ça a un coût direct et indirect pour l'État et donc pour la société et donc pour les citoyens. Et Lucille, qui est historienne et membre du laboratoire de l'égalité, tente d'estimer ce coût pour la société, et elle cherche à comprendre ses origines et se pose une question. Alors une question qui va pas plaire forcément à tous les hommes, mais n'aurions-nous pas intérêt à nous comporter tous, hommes et femmes, comme des femmes? Donc, bonsoir Lucille. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et alors, la première question, c'est comment vous est venue cette idée? Historienne certes, mais pourquoi le coût de la virilité? Parce que moi je me suis régalée, je conseille aux hommes de le lire, parce que c'est pas contre les hommes ce livre, pas du tout. Je vous conseille tous de le lire. Lucille, c'est à vous. Merci. Alors moi, j'ai fait des études d'histoire sur le travail des femmes, et je dois dire que j'étais frustrée parce que les chercheuses font beaucoup pour effectivement montrer quelle était la place des femmes, ce qu'ont fait les femmes pour avoir les mêmes droits, les mêmes opportunités que les hommes dans la société. Mais finalement, on se tourne peu du côté des hommes. On regarde peu les hommes, alors qu'ils sont effectivement responsables de l'immense majorité de la violence faite aux femmes, mais aussi de la violence dans l'ensemble de la société. Et moi, tout est parti d'une statistique que j'ai découverte. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la population carcérale masculine qui représente 96,3% du total. En fait, les prisons aujourd'hui en France sont remplies d'hommes, mais c'est la même chose partout, dans tous les pays. J'ai vérifié statistiquement. Et effectivement, quand j'ai découvert cela, je me suis dit, mais comment il est possible que moi, qui travaille sur la place des hommes et les femmes dans la société, je ne sois pas au courant? Comment se fait-il que ça ne fasse pas plus débat, ça ne pose pas plus de questions? Alors, je me doutais que le différentiel devait être un peu élevé, mais dans ces proportions-là, effectivement, c'est quand même quelque chose qui interroge et qui choque, je dois dire. Mais une question qui se pose quand même, comment vous la définissez, vous, la virilité coûteuse? C'est trop de testostérone, c'est quoi? Alors non, la testostérone n'y est pour... Comment? J'espère que vous ne porterez pas plainte pour vous le qualifier. Ça commence. Alors, la testostérone n'y est pour rien. C'est vrai que c'est une idée reçue, véhiculée, qui est réchauffée, qui revient sans cesse et qui finalement légitime la violence des hommes dans la société et les déresponsabilise de leurs actes. Comme si finalement ils n'étaient pas capables de ne pas commettre de la violence ou s'ils n'étaient pas capables de respecter tout simplement la loi, j'ai envie de dire. Alors non, la testostérone, il y a des études récentes qui ont été faites en 2017 qui indiquent que chez un même individu, cette hormone, elle peut être aussi bien liée à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. Et c'est d'ailleurs bien plus en adoptant des comportements agressifs que ce taux d'hormone augmente. Et ça a été notamment corroboré par des études qui ont été faites sur des primates, puisque les primates ont le même système hormonal que nous. Eh bien, ces chercheurs ont noté que, par exemple, chez les chimpanzés, où ce sont les mâles qui dominent
et qu'ils doivent avoir des comportements agressifs, ils ont des niveaux de testostérone élevés, alors que chez les bonobos, là où ce sont les femelles qui dominent, eh bien, les mâles ont des niveaux de testostérone bas. Et donc, on voit comment cette hormone, elle fluctue en fonction du rôle social dans lequel se trouvent les mâles et n'est pas à l'origine de la violence. Par rapport à la méthodologie de travail pour faire ce bouquin et pour les chiffres, vous dites qu'effectivement vous avez fait un petit tour un petit peu partout dans le monde pour finalement voir le même constat. Les chiffres, ils viennent d'où finalement? Alors ce sont des chiffres officiels qui sont produits chaque année par les ministères de la Justice et de l'Intérieur qui indiquent les taux de responsabilité des hommes et des femmes par type d'infraction. Et pareil pour les budget de la justice, budget des services de sécurité, tout ça ce sont des statistiques officielles. Le but de ce livre, c'est d'y trouver des solutions ? Tout à fait. Alors déjà, c'est de faire un constat et j'ai envie de dire de dépasser un point d'aveuglement parce que quand on parle de la violence, on prend peu en compte finalement le premier critère qui définit le profil des délinquants et des criminels, à savoir le sexe masculin. C'est vrai qu'on a tendance, par exemple, à expliquer la violence par un contexte social, par des discriminations, mais jamais sans se dire que les femmes vivent aussi ce contexte social. Elles vivent davantage de précarité, davantage de discrimination. Eh bien, dans cette même situation, elles commettent peu ou pas de faits de délinquance et de criminalité comparé aux hommes. Et donc, de prendre en compte ce critère du sexe masculin, c'est véritablement pouvoir penser les vraies origines de la violence, qui sont donc ces valeurs de virilité qu'on transmet aux hommes dès leur plus jeune âge, finalement. Et on remonte très très loin, bien entendu. C'est-à-dire non, mais dans l'histoire, dans notre histoire. Le temps des cavernes. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, le temps des cavernes, le paléolithique. C'est vieux. Non, mais il aurait pu y avoir une bascule d'un côté comme de l'autre. Mais l'analyse est plutôt intéressante, je trouve. Alors, effectivement, parce que ça aussi, c'est une idée reçue qui légitime la violence des hommes. Ça a toujours été comme ça, déjà au temps des cavernes, déjà au paléolithique. Alors, aujourd'hui, ce que nous indiquent les paléohistoriens avec les méthodes modernes, c'est qu'à cette période-là, moins de 3 millions jusqu'à moins de 12 000, après on passe au néolithique, les femmes aussi chassaient, les femmes aussi avaient du pouvoir, elles ne restaient pas dans les grottes à enfanter. On a cette image figée qui nous vient du 19e siècle, des historiens à l'époque qui ont plaqué sur les traces archéologiques qu'ils découvraient les propres représentations sociales de leur époque. Par contre, ce que notent les paléohistoriens, c'est qu'il y aurait une dégradation des conditions de vie des femmes, donc au néolithique avec la sédentarisation des peuples de chasseurs-cueilleurs. Et là, ils ont noté sur les squelettes des femmes des traces beaucoup plus systématiques de violence, de pénurie, et donc effectivement un changement dans les rapports entre les hommes et les femmes. Et effectivement, ça remonte à loin dans l'histoire, mais ce que nous indiquent ces études, c'est qu'il n'y a pas de fatalité biologique ou sociale à cette domination, qu'elle est une construction culturelle et qu'on peut donc la déconstruire. Ouais. Non, mais quand même, il y a une question. Vous calculez le coût de la virilité. Comment vous l'avez calculé? Parce que déjà qu'ils ont du mal à calculer le déficit de l'État, c'est quand même assez rock'n'roll. Alors, le coût de la virilité, c'est pas le coût des hommes. Déjà, ça, je tiens à le dire. Déjà, ça me soulage. Voilà, parce que bien souvent, ça crispe un peu les hommes, mais il faut savoir que le coût de la virilité, c'est ce que je disais, c'est la façon dont on éduque les garçons à travers des valeurs viriles, c'est-à-dire cette norme qui rassemble les attributs de force, de puissance, à la fois physique et moraux, et qui va pousser les hommes à se comporter en tant que dominants, et donc à être surreprésentés dans la violence, dans la haine, le rejet, le non-respect des règles, au détriment de l'ensemble de la société, des femmes bien sûr, mais des hommes eux-mêmes. Et ça, c'est un point qu'on pourra aborder et qui est important. Alors, ce que j'ai calculé, eh bien, c'est la différence de cette éducation entre les hommes et les femmes. Donc, en fait, le coût de la virilité, c'est la différence entre les sommes qui sont dépensées pour faire face aux comportements asociaux des hommes et celles qui sont dépensées pour faire face aux comportements sociaux des femmes. En fait, c'est un surcoût qui correspond à ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Et ce que j'ai calculé, c'est des coûts directs, à la fois pour l'État, en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé, et puis des coûts indirects pour la société, parce qu'il y a des souffrances physiques, psychologiques, des pertes de productivité, des destructions de biens, etc., etc. Et donc, à partir de ces différentiels de responsabilité entre les hommes et les femmes pour chaque type d'infraction et les budgets dépensés, eh bien, voilà, je suis arrivée à calculer par type d'infraction le différentiel dépensé pour les hommes et les femmes. Eh ben, vous nous coûtez une fortune, messieurs. Il va falloir rembourser maintenant, je vous le dis tout de suite. Si je pars au distributeur de billets, je reviens. Pas assez cher, mon fils. Allez.
Allez, Lucille Pédevin est avec nous, autrice Le coup de la virilité. On reste ensemble et puis membre aussi de l'Observatoire sur l'émancipation économique des femmes et de la Fondation des femmes. Allez, vous restez avec nous. On a encore quelques questions à lui poser et on est ensemble jusqu'à 20h. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Les vraies voix qui font bouger la France, oui, en tout cas, on espère. Là, on est tombé sur un gros dossier quand même, un très très gros dossier. Je suis pas sûre qu'on trouve des solutions ce soir. En tout cas, je pense que vu la tournure que ça prend, je vais vous dire la prochaine fois, je ne suis pas un homme, Cécile. Vous savez, comme quelqu'un sur une chaîne de télévision. Avec Daniel Schneiderman. Pétavin est avec nous, autrice de ce livre, Le coup de la virilité. Alors, c'est forcément un petit peu cash et un petit peu provoque, hein, mais derrière, effectivement, il y a du travail. Membre de l'Observatoire sur l'émancipation économique des femmes et Fondation des femmes. Il y a on vous le disait en ouverture, hein, on parle de près de 100 milliards d'euros par an. Alors ça comprend bien entendu pas mal de choses. Vous le dites, et je reprends ce que vous disiez il y a quelques instants pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que lorsque l'on traite la violence, on le traite par le fait que ce soit, ils habitent en banlieue, que le fait que ce soit un problème, un fait religieux, que ce soit, voilà, mais on ne le traite pas par le genre. Et c'est ce que vous essayez d'expliquer dans votre livre, si j'ai bien résumé. Exactement. Et c'est essentiel de prendre ce critère du sexe des auteurs si on veut véritablement viser les origines de la violence et faire baisser la violence dans notre société. Parce que tant que, par exemple, les politiques publiques ne seront pas saisies de ce problème, je pense par exemple à l'exemple de la sécurité routière, qui jusque-là faisait des campagnes sur l'alcool au volant, la vitesse au volant. Oui, mais sans jamais dire que les personnes qui commettent des accidents à cause de la vitesse ou de l'alcool sont dans l'immense majorité des cas des hommes. Là, depuis la première fois l'année dernière, ils ont fait une campagne en prenant ces statistiques ventilées par sexe. Alors non pas du côté des auteurs, mais du côté des victimes, puisqu'il faut savoir que 78% des morts sur la route sont des hommes. Ça aussi, c'est une des conséquences des injonctions à la virilité, c'est-à-dire que prendre des risques pour montrer sans cesse qu'on est fort, moralement, physiquement dans la vie, ça a un coût sur l'espérance de vie des hommes. Et donc, effectivement, il faut absolument que l'on adapte nos politiques publiques et nos outils de lutte contre la délinquance et la criminalité en retenant ce critère. Mais comment faire alors ? Alors, bon... Parce que moi, j'ai pas de baguette magique. Vous avez combien de temps là ? Je pense qu'il faut changer le... Sujet de philosophie, vous avez 4 heures. Non, mais il faut changer le logiciel, en fait, à la base. Oui, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les statistiques, elles nous indiquent la solution. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, on voit que la moitié de la population, à savoir les femmes qui représentent 51,6% de la population, donc les femmes qui sont une majorité mais traitées comme une minorité, eh bien, ont des comportements beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus altruistes. Elles respectent beaucoup plus les règles de la société dans laquelle on vit. Elles ne représentent que 17% des mises en cause par la justice. Et cela parce qu'elles sont peu ou pas éduquées à travers des valeurs viriles. Elles reçoivent une éducation qui favorise davantage l'empathie, le respect des règles, le respect d'autrui. Et finalement, j'ai envie de dire, mais la solution, on l'a sous les yeux. On l'applique déjà pour la moitié de la population. Donc pourquoi ne pas le faire avec l'entièreté de la population ? Pourquoi finalement, alors cette phrase, elle fait un peu grincer des dents, mais pourquoi ne pas davantage éduquer les garçons comme les filles ? Et quand je dis ça, bon, il y a un mépris du féminin. Et voilà, un homme ne doit surtout pas être une femme, donc voilà, c'est quelque chose qui est déconsidéré. Mais on voit que finalement, ça reviendrait simplement à donner une éducation plus humaniste aux garçons et avec des conséquences tellement plus positives pour l'ensemble de la société. C'est ce que nous faisons déjà avec les filles, avec les femmes. C'est la manière dont les parents éduquent leurs enfants qui seraient aussi mis en cause. C'est-à-dire le jeune garçon qu'on protégerait plus des tâches ménagères et la jeune fille qu'on enverrait plus faire les choses dans la maison. Mais moi, on va être simple. Regardez autour de la table qui est père de famille. Vous, Philippe, qui avez une fille et un garçon, ils sont pourtant... ils ont été éduqués exactement de la même manière. Alors attention, après ils faisaient ce qu'ils voulaient. Moi, quand ma fille voulait jouer à la poupée et mon fils disait papa, on va jouer au foot, j'allais jouer au foot avec lui, quoi. Mais ils ont été éduqués. Ben non, mais si ma fille quand elle a voulu venir jouer au foot avec nous, on l'a amené jouer au foot. C'est pas le problème. Mais ils ont été éduqués de la même manière. Par contre, attention, moi mes gosses, on me disait mais comment t'as fait pour les éduquer ? Ils disaient bonjour, au revoir, merci. Et s'ils le disaient pas, ils entendaient parler du pays. Et ça, je pense que là, dans l'éducation, il manque parfois un peu de virilité de certains parents.
Ou d'autorité. D'autorité. Mais l'autorité, ça peut être viril. Hein. Vous savez, on est la station du rugby. Et les femmes peuvent être viriles. Oui, on est dans la station du rugby. On fait le rugby féminin aussi. Non, mais Lucille Pétavin, peut-être ce qu'il faut éviter, y compris pour vous, par rapport à la qualité de votre travail, c'est que d'un coup, on pense qu'il y a la solution. On est d'accord, c'est une planète entière qui a fonctionné et qui fonctionne encore comme ça. Je disais tout à l'heure en préparant cette émission, c'est quand même incroyable. On fait la guerre encore pratiquement tout le temps au nom finalement de principes plutôt économiques que sur des valeurs, alors que normalement on devrait presque rentrer en guerre avec le reste de la planète quand on sait la situation des femmes qui sont encore lapidées dans des pays simplement parce qu'elles veulent participer au système d'éducation. Ça devrait nous faire bondir, on devrait déjà tous partir pour changer les choses. Donc je pense qu'il faut saluer votre travail en ce qu'il a de stimulant, c'est-à-dire que vous avez déplacé les choses, vous dites attention, on dépense en plus énormément d'argent et finalement on passe à côté de la plaque. Mais il y a un phénomène sur lequel j'aimerais bien que vous réagissiez, c'est on a dit à un moment que le monde, en tous les cas une partie du monde, notamment singulièrement l'Europe, était devenu un peu moins violent. Vous savez, c'est les années 70 où on commençait à constater un monde dans lequel on réglait de moins en moins les problèmes par de la violence. Et puis les années 90, probablement quand même avec d'autres critères, une crise économique et puis peut-être une violence à nouveau dans le monde avec des États de plus en plus autoritaires, à nouveau la violence devient l'arme numéro 1 de règlement des conflits. Alors effectivement, quand on regarde les questions de violence dans la longue durée, elle a diminué par exemple pour les règlements de compte. Effectivement, il y a moins d'homicides. Par contre, on voit qu'il y a d'autres types... Ça a augmenté en France, ça a augmenté. On a passé les 1000 morts l'an dernier. Si on regarde sur la longue durée, voilà, depuis les dernières décennies. Mais effectivement, il y a d'autres types d'infractions qui augmentent. Par exemple, les vols à la tire ou parce qu'on a de plus en plus d'objets ou ce genre de choses. Bon, il faut savoir qu'on augmente quand même chaque année les budgets des ministères de la Justice et de l'Intérieur. 1 milliard de plus pour l'année prochaine. On va atteindre 27 milliards d'euros en plus. Il y a une loi cadre qui est passée pour les services de sécurité jusqu'à 2027, 15 milliards d'euros en plus. Donc oui, on peut dépenser. Mais qu'est-ce qu'on fait pour prévenir cette violence ? Voilà. À quel moment on coupe le robinet, on agit à la racine et on n'aurait plus à dépenser ces dizaines de milliards d'euros chaque année et des coûts humains aussi parce qu'il y a des victimes. Lucie Pétavin, ce qui est intéressant aussi, c'est le religieux en général. Mais il y a le religieux, il y a le politique, il y a la culture. Effectivement, tous ces systèmes transmettent des valeurs viriles. Et on voit même dans certains pays, davantage que d'autres, et des situations des femmes qui sont dramatiques. Mais ce n'est pas parce que ce sont des systèmes qui sont effectivement bien implantés qu'on ne peut rien faire parce que c'est du culturel. Et on voit, nous, en France... Mais est-ce qu'on peut, parce qu'il nous reste une minute 32, est-ce qu'on peut faire fonctionner les mécaniques ensemble ? Parce que si l'un fait des efforts et que l'autre le fait pas, on sera toujours déséquilibré. Mais est-ce que ça, c'est possible ? Mais c'est possible. Est-ce qu'on peut entraîner la machine ? Alors, moi, aujourd'hui, j'étudie ce phénomène à l'étranger. Voilà, mon livre a été traduit, adapté en italien, en Suisse. Là, je suis intervenue en Australie il y a une semaine. Donc, en fait, ces mécanismes, ils sont les mêmes partout. Donc, bien sûr, si la logique est la même, voilà, il faut qu'on ait conscience du problème. Et si on ne commence pas, en fait, on n'y arrivera pas. Donc, oui, c'est colossal, mais en même temps, il faut démarrer par quelque chose. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde qui est plus valeureux que d'autres ? Alors, il y a les pays du Scandinave qui sont sur les questions d'égalité plus en avance, sur le partage de la parentalité, les questions de salaire, etc. Mais sur la question des violences, ça reste encore compliqué. Il y a des études qui montrent que les niveaux de violence conjugale sont plus élevés en moyenne que dans le reste de l'Europe, mais c'est aussi parce que les femmes parlent et que leur parole est prise en compte. Après, ce sont des pays dans lesquels les petits garçons ont les mêmes objets culturels. C'est-à-dire qu'ils vont regarder les mêmes films avec les héros qui vont commettre la même violence. Et il y a des études de sociologie qui montrent que ces petits garçons développent une appétence pour cette violence, s'identifient à ces personnages. Donc oui, ça doit être une approche qui est globale. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Lucille Pétavin, autrice de ce livre, Le coût de la virilité, toujours en vente, on est d'accord ? Tout à fait. Absolument. Livre de poche. Visiblement que ça cartonne. Membre de l'Observatoire sur l'émancipation économique des femmes et de la Fondation des femmes. Merci à vous, Cécile. On se retrouve demain 17h pour les vrais voix. Et merci au Giovanni, fondateur de DAPAT, fonds de dotation pour soutenir les femmes en détresse. Merci à vous et merci à Alain Caillot qu'on a eu de président de l'association Moulin du Pont-Rue. Merci Aurélie Gros, merci Stéphane Pellet, merci à notre équipe. Et on se retrouve demain à partir de 17h.